La salle sentait encore le café fraîchement préparé et le produit de nettoyage des tapis d'hôtel quand Daniel Hayes me désigna du doigt et déclara: Cet échec repose sur Shannon Brooks. Les ordinateurs portables se refermèrent, les stylos s'immobilisèrent et tous les regards se braquèrent sur moi. Ce n'était pas une enquête, mais une embuscade, mise en scène comme si mes années de rapports et d'avertissements n'avaient jamais existé. Ils pensaient m'avoir enterré sous les papiers et l'humiliation. Ce que Daniel n'a jamais compris, c'est que le système sur lequel il avait coupé les coins était tissé de mon nom, de ma licence et de ma signature. Et aujourd'hui, cette vérité n'attendait qu'à surgir. Ils m'ont tout reproché et pensaient que je garderais le silence. Avant de vous montrer comment la salle s'est renversée, écrivez votre ville en commentaire, mettez un like et abonnez-vous dès maintenant. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Daniel Hayes ne s'éclaircit pas la gorge, il n'adoucit pas son entrée. Il pointa simplement son doigt vers moi, tel un procureur, et annonça: Cet échec repose sur Shannon Brooks. Ces mots claquèrent dans la salle du conseil, plus fort que le bruit des stylos et des papiers figés en plein mouvement. Autour de la longue table en verre, les auditeurs levèrent les yeux de leurs ordinateurs portables, leurs regards se plissant comme s'ils venaient de recevoir la preuve d'un crime. Mon crime. Le directeur des opérations n'accorda même pas un regard au dossier empilé devant lui. Rapport que j'avais rédigé, alerte que j'avais transmise, faillite de conformité que j'avais signalée depuis des mois. Il les écarta comme de simples serviettes dans un dîner, s'adossant à sa chaise, satisfait du spectacle qu'il offrait en me transformant en bouc émissaire. L'humiliation fut chirurgicale. Une seule phrase, lancée devant les auditeurs fédéraux et le conseil d'administration, réduisant 6 années de rigueur à une accusation de négligence grave. Je sentis la chaleur monter dans ma poitrine, non pas de la culpabilité, mais de la rage. Les rapports, les signatures, les audits horodatés, tous effacés en un instant. Je restais immobile, le dos droit, tandis que des murmures parcouraient la salle. À côté de moi, Maya se tortilla sur sa chaise, consciente qu'elle serait la prochaine sur la liste. Daniel souriait, ce sourire mince et suffisant d'un homme persuadé que l'histoire lui appartenait. Il pensait que je n'avais plus que le silence. Ce qu'il ignorait, c'est que chacune de ces accusations était sur le point de se retourner contre lui. Il n'avait aucune idée que la loi portait mon nom. La trahison de Daniel dans la salle d'audit fut brutale, mais les fondations avaient été posées bien avant ce jour-là. Mes avertissements n'avaient pas disparu d'un seul coup. Ils avaient été enterrés, morceau par morceau, sous ces discours interminables, sur l'efficacité et la croissance. Des rapports que j'avais validés avec des preuves horodatées restaient intacts dans des dossiers partagés, sans jamais être lus. Des notes sur des failles de conformité étaient là discrètement exclues des documents transmis au conseil. Quand je questionnais ces omissions, Linda des RH m'écartait d'un ton vague, parlant de fluidifier la communication. Le schéma était clair. Daniel voulait que la conformité paraisse invisible, un simple détail secondaire dans son récit de leadership audacieux. Il savait que s'il réduisait au silence la voix de la prudence, le conseil ne verrait que des progrès. Même Maya, sincère et encore nouvelle, n'y échappa pas. Lorsqu'elle souleva un problème lors d'une réunion de planification, Daniel l'interrompit avec un sourire plus tranchant qu'une insulte. « Concentre-toi sur l'apprentissage, pas sur les questions », lui lança-t-il. La salle rit poliment, mais je la vis se replier sur elle-même, une vérité de plus engloutie par sa mise en scène. Je reconnus aussitôt la tactique. On ne renvoie pas les gens frontalement, on les laisse s'effacer, on leur retire peu à peu toute présence jusqu'à ce que leur absence semble naturelle. Voilà comment l'effacement opère, non pas d'un coup, mais par soustraction silencieuse. Ce que Daniel n'a jamais compris, c'est qu'à chaque fois qu'il repoussait la conformité dans l'ombre, il laissait ma signature briller davantage dans les archives. Il croyait que l'invisibilité signifiait la faiblesse. En réalité, elle signifiait la préservation. Pendant qu'il répétait ces histoires, moi, j'avais les preuves des miennes. Le lendemain de l'embuscade de Daniel, je restais seul dans mon bureau, les storks à moitié tirés contre l'éclat du matin, fixant la pile de documents qu'il avait balayés devant les auditeurs. Chaque page portait mes initiales, chaque signature était la mienne, et pourtant j'avais été transformé en coupable. J'attrapai le classeur du contrat fédéral, ce volumineux dossier gris que la plupart des dirigeants jugeaient trop dense pour s'y plonger. Mes doigts tournèrent les pages jusqu'à s'arrêter sur une section que je n'avais pas lue depuis des années. Clause 7.3.
Les mots reposaient là comme une mèche enfouie. Toutes les certifications et audits de conformité étaient rattachés directement au titulaire de la licence professionnelle enregistrée. Pas une équipe, pas un service, une seule responsable agréée, ma licence. Sans elle, les financements s'asséchaient, les contrats devenaient caducs, les audits perdaient toute validité. Je m'adossai à ma chaise, le pouls retrouvant son calme, et relus la clause. Pendant des années, Daniel avait bâti son empire sur l'illusion que la conformité n'était qu'une paperasse, que n'importe qui pouvait déplacer. Il ne comprenait pas que, pour l'État, les choses étaient différentes. Aux yeux du gouvernement, l'autorité de la firme ne venait pas de Daniel, elle venait de moi. Je pensais à tous les avertissements que j'avais déposés et qu'il avait enterrés, à chaque irrégularité relevée avec Maya, à chaque rapport de violation écarté d'un sourire. Rien de cela n'avait été ignoré. Tout était lié à ma licence, preuve que j'avais rempli mon devoir. Alors quand Daniel affirmait aux auditeurs que la négligence était la mienne, il ne se trompait pas seulement. Il mentait face au dossier officiel. J'ouvris mon espace personnel et commençai à rassembler des fichiers. Synthèse d'audit mensuel avec ma signature numérique, journaux horodatés montrant le moment où j'avais signalé les anomalies, entrecroisés avec les numéros du registre fédéral. Plus j'avançais, plus le schéma se dessinait clairement. Mon nom n'était pas absent du système. Il traversait chaque sauvegarde comme des barres d'acier dans du béton. Daniel pensait que la conformité était décorative, une case à cocher avant sa prochaine présentation tape à l'œil. Mais la conformité n'était pas un ornement, c'était la fondation. Et les fondations ne bougent pas simplement parce que quelqu'un préfère une vue plus épurée. Je me connectai au portail du registre fédéral, saisis mon numéro de licence et vis s'afficher ce que Daniel refusait de reconnaître. Shannon Brooks, responsable principal de certification, signataire autorisé. Valide jusqu'en 2028. Une ligne de texte, mais elle portait le poids de chaque contrat, de chaque dollar de financement public lié à notre firme. Si ma signature disparaissait, l'autorité de l'entreprise disparaissait avec elle. Voilà la réalité que Daniel, aveuglé par son arrogance, n'avait jamais vue. Tandis que le curseur clignotait sur l'écran, l'humiliation d'hier se transforma en quelque chose de plus précis. Ni soulagement, ni triomphe, une netteté implacable. Je n'avais pas besoin de crier, ni de supplier. Le dossier contenait déjà tout ce dont j'avais besoin. La clause 7.3 n'était pas une note de bas de page, c'était un détonateur. Et Daniel, sûr de lui, venait de s'installer droit dessus. Les nuits suivantes, je les passais dans le silence, non pas à bouder, mais à trier. Le sol de mon appartement disparut sous des rangées de dossiers bien alignés, chacun représentant un fragment d'histoire que Daniel avait tenté d'enterrer. Chaque mémo d'alerte, chaque irrégularité signalée, chaque rapport de conformité portant ma signature, je les sortais un à un comme des tesselles d'une mosaïque, révélant l'ensemble du tableau. Il avait cru pouvoir m'ensevelir sous la paperasse, sans comprendre que cette paperasse était mon arme. Chaque page prouvait que la négligence ne venait pas de moi, mais de lui, de ses choix d'ignorer les garde-fous, inscrits noir sur blanc. Je commençais par les audits annuels. Chaque année, j'avais soumis un rapport final au registre fédéral avec ma licence numérique attachée, horodatée à la seconde près. Ce n'étaient pas des mémos facultatifs, c'étaient des enregistrements officiels, immuables et traçables. Lorsque Daniel m'accusa de négligence, il demandait aux auditeurs de faire abstraction de documents déjà présents dans leur propre système. Puis, vinrent les journaux mensuels de conformité. Des dizaines d'entrées, chacune portant mes initiales à côté d'alerte. Incohérence de données, omission de déclaration, lacune de formation. Le schéma de Daniel apparaissait clairement. Il répondait par le silence ou par des présentations séduisantes qui transformaient les échecs en efficacité. Je marquais chaque rapport ignoré d'un onglet, construisant ainsi une piste de négligence volontaire. Le nom de Maya revenait aussi, ses rapports de junior faisant écho aux miens, étouffés par des remarques condescendantes sur la priorité à la croissance. Ces tentatives d'honnêteté devenaient un fil de plus dans la corde que Daniel s'était noué autour du cou. Je ressortis les certifications signées concernant les données patients, une série de formulaires attestant de leur exactitude pour la conformité fédérale. Chacun portait mon numéro de licence, exigence explicite de la clause 7.3. Sans ce numéro, la certification était nulle. Pourtant, Daniel avait brandi ses formulaires devant les investisseurs et les auditeurs comme s'ils venaient de son
système rationalisé. Il n'avait jamais compris que l'encre sur ces pages ne provenait pas de sa main, mais de la mienne. Pour chaque fichier, j'imprimais une copie papier et la glissais dans une chemise cartonnée. Ma table de salle à manger ployait sous le poids, et pourtant je n'avais pas terminé. J'ouvris les archives sécurisées d'emails, fouillant des années de correspondance. J'y trouvais des messages où j'avais averti Daniel noir sur blanc. Cette certification doit porter ma licence pour rester valide. Ces réponses étaient au mieux sèches, au pire méprisantes. L'une se résumait à « Bien noté, concentre-toi sur l'image ». Cette seule ligne suffisait à dévoiler son état d'esprit. La conformité n'était pas sa priorité, l'apparence l'était. Et les apparences ne tiennent pas dans une salle d'audience, ni devant un audit. À minuit, j'avais une chemise assez épaisse pour étouffer une déchiqueteuse. Je l'étiquetais non pas avec colère, mais avec lucidité. Vérité de l'audit. Ce n'était pas un titre dramatique, c'était de la précision. Parce que lorsque je remettrais ces papiers, je voulais qu'aucun doute ne subsiste sur ce qu'ils représentaient. Ce n'était pas des doléances. Ce n'était pas des suppliques, c'était la vérité, écrite, datée, signée et enregistrée. Le lendemain matin, j'entrais au bureau avec pour seul bagage un gobelet de café et cette chemise. Je me déplaçais calmement, sans précipitation, sans attirer l'attention. Pour les autres, c'était un jour ordinaire. Pour moi, c'était le jour du positionnement, le placement minutieux de la mèche que personne ne pourrait ignorer. Je m'arrêtais dans la salle de préparation d'audit où Robert King, l'auditeur fédéral en chef, révisait ses notes. Je posais doucement la chemise sur la table. « Je pense que vous allez vouloir voir ça », dis-je. Il leva les yeux, croisa mon regard, puis ouvrit la première page. Son front se plissa et il attrapa son stylo. Cela suffisait. Je n'avais pas besoin de crier. La piste écrite parlerait plus fort que Daniel ne l'avait jamais imaginé. La session d'audit suivante commença comme une pièce de théâtre, exactement le genre de spectacle que Daniel aimait orchestrer. Il entra dans la salle du conseil, manches retroussées, voix tonitruante, comme si le volume pouvait suffire à le protéger de tout examen. Les diapositives défilaient à l'écran, graphiques de croissance, photos d'employés souriants, slogans sur l'efficacité. Une chorégraphie destinée à impressionner le conseil et à distraire les auditeurs. Mais Robert King, l'auditeur fédéral principal, ne souriait pas. Il avait désormais ma chemise entre les mains, ses pages annotées de sa propre écriture. Ces questions tranchèrent plus net que Daniel ne l'avait prévu. Qui a signé les certifications des données patients ? Daniel s'éclaircit la gorge, esquissa un sourire de vendeur et répondit. Notre équipe conformité gère cela collectivement. Robert ne scia pas. Collectivement, parce que les registres fédéraux indiquent qu'un seul agent agréé a signé chaque audit au cours des 6 dernières années, Shannon Brooks. Le silence se répandit autour de la table. Daniel tente de rire, balayant cela d'un geste comme une simple formalité. Je restais immobile, les mains jointes, observant son numéro s'effondrer. Puis, Robert se tourna vers moi. « Madame Brooks, êtes-vous l'unique certifiante de référence ?» Je le regardai droit dans les yeux et répondis, d'une voix calme comme la pierre. « Oui, chaque audit, chaque certification est légalement liée à ma licence. » Le poids de ces mots tomba comme un marteau. Daniel balbutia, agitant la main. « C'est une technicité. Le conseil m'a autorisé à représenter la conformité. Il s'agit de leadership, pas de signature. » Robert tapa du doigt sur la chemise que je lui avais fournie. La clause 7.3 ne parle pas de leadership. Elle définit une autorité légale contraignante. Sans la licence de Madame Brooks, ces certifications n'ont aucune validité. Un murmure parcourut la salle, des chaises raclèrent, des stylos griffonnèrent des notes. Le visage de Daniel vira au cramoisi. Il se pencha vers moi, la voix tremblante malgré son ton bas. « Tu vas vraiment faire ça ? Saboter toute l'entreprise ?» Je gardai mon calme. « Je ne sabote rien. Je clarifie ce qui figure déjà dans les registres. Robert me demande de confirmer la chronologie de mes rapports. J'exposai les faits, incohérences signalées, avertissements, chacun documenté avec des horodatage précis. Les auditeurs comparèrent pour mes preuves aux présentations tape à l'œil de l'entreprise. Le contraste était accablant, slogan brillant contre garde-fou négligé. Maya, assise 2 places plus loin, se redressa pour la première fois de la journée. Elle souffla à Robert. J'ai essayé de les signaler aussi. On m'a dit de me taire. Il acquiesça, notant son nom. Ce simple geste fissura davantage le récit de Daniel.
Il tente de se rattraper, se tournant vers Susan Park, la présidente du conseil. C'est de la bureaucratie utilisée comme arme. Vous connaissez nos progrès. Ne laissez pas la paperasserie freiner l'élan. Mais le visage de Suzanne s'était durci. Elle avait misé sa réputation sur la réussite sans faille de cet audit. Désormais, elle fixait des documents prouvant que des négligences ont été signées et dissimulées sous son nez. Pourquoi le conseil n'en a-t-il pas été informé plus tôt ? Demanda-t-elle froidement. Daniel ouvrit la bouche, la referma. Son manuel de charme et de slogan n'avait pas de chapitre pour cette situation. Les auditeurs exigèrent un accès aux systèmes internes de conformité. Daniel hésita, prétextant une surcharge des serveurs. Robert le coupa net. Soit vous fournissez l'accès maintenant, soit nous suspendons la revue en attendant une enquête. Sa voix résonnait avec la finalité de la loi. Daniel s'agita sur son ordinateur, la sueur perlant à sa tempe. À mesure que les écrans se chargeaient, des alertes surgirent comme des voyants rouges sur un tableau de bord. Déclarations manquantes, rapports écrasés, mais initiales sur chaque point signalé, le silence de Daniel enregistré à côté. Les registres ne mentaient pas. Et pour la première fois, Daniel ressemblait à un homme acculé par les faits plutôt qu'acclamé pour sa fiction. Je n'avais pas besoin d'ajouter un mot. La mèche brûlait déjà. Chaque page, chaque signature, chaque clause que j'avais préservée était désormais une arme entre les mains des auditeurs. Daniel croyait que c'était sa scène, mais j'avais écrit le script, et le public venait de découvrir qui en était le véritable auteur. La salle du conseil avait toujours été la scène de Daniel, mais désormais les projecteurs l'aveuglaient lui seul. Sa voix se brisa, tandis qu'il répétait que les certifications étaient bonnes collectives, que le leadership valait plus que des signatures, que les détails n'étaient que sémantiques. Mais plus personne n'acquiesçait. Susan Park, la présidente du conseil, se pencha en avant, les coudes sur la table, son silence plus tranchant qu'une accusation. Robert King continua d'une voix implacable. La clause 7.3 stipule que les certifications de conformité ne sont valides que si elles sont signées par l'agent agréé enregistré. Selon notre registre, cet agent est Shannon Brooks. Sans elle, cette entreprise ne peut légalement détenir de contrats fédéraux. Les mots tombèrent sur la salle comme des cendres. Les investisseurs s'agitèrent, certains tapotant déjà frénétiquement sur leur téléphone. Je percevais le bourdonnement discret des notifications, signe que la nouvelle fuyait déjà dans des canaux privés. Daniel tenta de rire, mais le son en fut cassant. Soyons réalistes. Ce n'est que de la paperasse. Nos systèmes fonctionnent, les clients sont satisfaits, les patients sont couverts. Nous pouvons régler cela discrètement. Mais Robert ne céda pas. Vous ne comprenez pas. Sans la licence de Madame Brooks, vos systèmes ne sont pas autorisés. Chaque contrat dépendant de fonds fédéraux est nul. Cela inclut les remboursements, les subventions de recherche et les assurances liées à la conformité, avec effet immédiat. La panique se propagea comme un feu dans de l'herbe sèche. Un administrateur lâcha « C'est la moitié de nos revenus ». Un autre murmura « On sera exclu des appels d'offres fédéraux ». Linda Shaw, des RH, feuilleta nerveusement ses dossiers, comme si une échappatoire pouvait y être cachée, son vernis de sang-froid se désagrégeant en bruissements frénétiques de papier. Maya, elle, se redressa, le soulagement brillant dans son regard. Pour une fois, la vérité n'était pas enterrée. Daniel frappa la table de sa paume. « C'est du sabotage. Shannon exploite une faille pour nous détruire. » Ma voix resta basse, égale. « Ce n'est pas du sabotage. C'est la loi, et tu as essayé de l'effacer. » Suzanne tourna vers Daniel un regard aussi froid qu'une lame. « Étiez-vous au courant de cette clause ?» Il bredouilla. « Il y avait des discussions, mais c'est technique. »« Étiez-vous au courant ?» insista-t-elle. Son silence fut la réponse. Les téléphones se mirent à sonner. Un investisseur, pâle et trempé de sueur, se leva en pleine réunion, déjà au téléphone avec son équipe juridique. Un autre se pencha vers Suzanne. « Il nous faut une session extraordinaire à huis clos, tout de suite. » Daniel s'accrocha, jetant des mots comme des bouées. « On peut négocier. Shannon, écoute, nous réviserons dossier. Crédit rétroactif? Départ? Tu feras partie de l'équipe dirigeante. Tu ne veux pas couler l'entreprise que tu as aidé à bâtir. » Je tournai la tête lentement, plantant mes yeux dans les siens. « Tu l'as déjà fait. » Sa bouche s'ouvrit, se referma.
Pour la première fois depuis que je le connaissais, Daniel Hayes paraissait petit, diminué non pas par moi, mais par la vérité qu'il avait voulu enterrer. Robert fit signe à son équipe. Avec effet immédiat, tous les financements sont gelés en attendant la révision de conformité. Cette entreprise ne peut plus exercer d'activité sous contrats fédéraux jusqu'à résolution. Des exclamations choquées éclatèrent. Les diapositives éclatantes derrière Daniel prirent soudain un air obscène, tout sourire factice et promesses vides. Le système venait de basculer en un instant, de la performance à l'exposition, de l'illusion à l'effondrement. Puis arriva le moment que j'avais préparé, la seule réplique nécessaire. Daniel se tourna vers moi, désespéré, la voix brisée. « Dis-leur que ce n'est pas contraignant. Dis-leur qu'on peut arranger ça. » Je me levai, lissai mon tailleur et parlais d'une voix claire, audible jusqu'au dernier recoin de la salle. « Non, dis-je. C'est contraignant. » Le silence qui suivit ne fut pas seulement lourd, il fut absolu. Les téléphones sonnaient, les chaises raclaient, mais personne n'osa couvrir ces deux mots. Ils tombèrent avec une finalité qui ferma la porte au récit de Daniel. Suzanne s'adossa, impassible. Robert hocha la tête, comme si l'affaire venait d'être classée. Et Daniel, jadis la voix la plus forte de chaque pièce, resta là, à balbutier, cherchant un argument qui n'existait plus. La réaction en chaîne était achevée. Les contrats se dissolvaient, les financements gelés, et l'homme qui croyait pouvoir m'humilier devant le monde entier se retrouvait debout au milieu des ruines de son propre empire. La salle du conseil bascula dans le chaos dès que ces mots franchirent mes cerneaux et lèvres. Les papiers dévolèrent, les téléphones s'illuminèrent, des chuchotements furieux crépitèrent comme de l'électricité dans l'air. Susan Park appela au calme, mais même sa voix tremblait en voyant les fondations de la firme s'effondrer sous ses yeux. Daniel s'agrippait au bord de la table, les jointures blattes blanchies, la sueur perlant à son front. Il tente de projeter un calme factice, de réécrire une dernière fois le récit. « Prenons du recul, supplia-t-il. Nous sommes toujours opérationnels. Rien n'a réellement échoué, c'est une question d'interprétation. » Mais les écrans derrière lui trahissaient la vérité. Flux de données signalés en rouge, certification invalidée, processus entier suspendu par ordre des auditeurs. Robert King, impassible, referma son classeur dans un claquement qui résonna comme un coup de marteau. Sans la licence de Madame Brooks, cette société ne peut opérer dans le cadre de la loi fédérale. Ce n'est pas une interprétation, c'est un texte de loi. La mâchoire de Daniel se crispa, mais sa voix se brisa malgré lui. Elle instrumentalise la bureaucratie. Nous ne pouvons pas laisser une personne nous prendre en otage. Suzanne posa son regard sur moi, puis sur lui. Ce n'est pas une personne qui a fait cela, Daniel. C'est toi, quand tu as ignoré ces rapports. Alors la digue céda. Les investisseurs se levèrent, exigeant des explications, certains déjà au téléphone pour limiter leurs pertes. L'un d'eux frappa du poing sur la table. « Réalisez-vous ce que cela fait à notre valorisation ?» Linda des RH tripotait ses notes, murmurant quelque chose sur la gestion de crise. Mais personne ne l'écoutait. Le récit avait totalement échappé à Daniel. Je restais assise, les mains croisées sur mes genoux, calme au milieu de la tempête. L'humiliation qu'il avait mise en scène pour moi s'était retournée. C'était lui désormais sur le banc des accusés, chaque excuse sonnant creux, chaque tentative de diversion écrasée par le poids des faits. Maya se pencha vers moi et souffla. « Ils ne peuvent plus t'accuser. » Je ne répondis pas. Je n'avais pas besoin. Le dossier avait parlé plus fort que nous deux. Daniel se tourna vers moi une dernière fois, la désespérance effaçant toute trace de superbe. « Shannon, je t'en prie, nous pouvons arranger ça. Dis-leur que tu restes, que ta licence nous couvre encore. » Ces mots tremblaient, plus suppliques qu'ordre. Je croisai son regard sans malice, seulement avec certitude. « Tu as fait ton choix quand tu as voulu m'effacer. Maintenant, c'est le système qui t'efface. » Son visage se décomposa en quelque chose que je n'avais jamais vu. Ni arrogance, ni autorité, mais la peur. Une peur pure, indéniable. Puis les auditeurs se levèrent, rassemblant leurs dossiers, marquant en gris la fin. Robert déclara. « La session est levée en attendant une enquête complète. Les financements restent gelés. » Cette dernière phrase glaça la salle. Daniel s'effondra dans son fauteuil comme si le sol s'était dérobé sous lui. La chute n'eut rien d'explosif. Elle fut étouffante, une lente implosion du pouvoir, tandis que la vérité emplissait chaque fissure qu'il avait tenté de masquer. Je me levai, lissai mon tailleur et pris la direction de la porte.
Pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, pas de mise en scène. Seulement le bruit de son empire qui se repliait sur lui-même, morceau par morceau, tandis qu'il restait prisonnier des ruines de sa propre tromperie. Quand je quittai la salle du conseil, l'air extérieur me parut plus vif, presque purificateur, comme si la ville elle-même savait qu'un basculement venait d'avoir lieu. Derrière moi, la firme s'agitait pour contenir un effondrement qui ne pouvait plus l'être, mais ce n'était plus mon fardeau. Je m'éloignais sans me retourner, chaque pas m'écartant un peu plus du poids de l'arrogance de Daniel et des années de silence qu'il m'avait imposées. Quelques jours plus tard, je déposai ma démission, non pas comme un acte de défaite, mais comme un acte de libération. Le conseil me proposa titre et influence pour rester, mais je n'avais pas besoin de l'eau de consolation offerte par un système qui m'avait déjà révélé sa fragilité. Ce que je voulais, c'était la liberté et la possibilité d'utiliser ma licence là où elle avait réellement du sens. Un mois plus tard, je franchissais la porte d'un nouveau bureau, celui de l'organisme fédéral de contrôle. Les murs étaient sobres, le bureau nu, mais le travail, lui, était authentique. Ici, mon expertise n'était pas dissimulée, elle était la pierre angulaire. Voilà la véritable résolution. Non pas une vengeance en flammes, mais une redirection vers le sens. Daniel était resté à suffoquer dans les conséquences de ses raccourcis, tandis que moi, je portais la preuve que la préparation et l'intégrité survivent bien après l'effondrement de l'arrogance. J'ai appris à mes dépens que l'arrogance n'est pas seulement un vilain défaut, c'est un risque majeur capable de faire s'écrouler tout un système. Daniel pensait que la conformité n'était qu'une case à cocher pour exhiber des présentations brillantes devant le conseil. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est qu'en ignorant les garde-fous, en rejetant les rapports et en effaçant ceux qui les portaient, il ne construisait qu'une coquille vide. Et lorsque la pression est devenue des auditeurs fédéraux, cette coquille s'est brisée devant tout le monde. Dans le monde du travail américain d'aujourd'hui, les enjeux sont plus élevés que jamais. Les entreprises rognent sur les règles, courent après la croissance et réduisent au silence ceux qui lèvent des drapeaux rouges. Mais les raccourcis ne disparaissent pas, ils s'accumulent jusqu'au moment où le système s'effondre. Reconnaître cette faille est vital, non seulement pour survivre, mais pour garantir la responsabilité. Je veux que vous ressentiez la même validation que moi lorsque la vérité a éclaté. Après des années à être ignoré et humilié, le système lui-même a confirmé ce que je savais déjà. La préparation et l'intégrité durent de plus longtemps que la performance et l'arrogance. La leçon pratique est limpide. Documentez tout, conservez les preuves et faites confiance à la structure que vous bâtissez. Qu'il s'agisse de conformité, de contrat, de code ou de sécurité des patients, peu importe le domaine. Les systèmes échouent quand l'arrogance réduit la prudence au silence. Les systèmes tiennent quand les preuves sont protégées. Ce n'était pas ma victoire. C'était le système qui exposait la négligence de Daniel, parce que j'avais refusé de laisser mon travail disparaître. Voilà ce qu'est la vengeance par redirection. Ne pas crier, ne pas brûler de pont, mais laisser l'arrogance s'effondrer sous son propre poids. Comment commencer dès aujourd'hui? Tenez des registres méticuleux de votre travail, sauvegardez rapports, emails et signatures. Apprenez les clauses ou règles clés liées à votre métier, sachez où réside votre levier, construisez des alliés discrets, auditeurs, régulateurs, collègues qui respectent les preuves, ne confondez jamais le silence avec la faiblesse. Parfois, le silence est une préparation. Si vous avez déjà vu l'arrogance faire s'écrouler un système, commentez ci-dessous et racontez comment cela s'est produit. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a été négligé et n'oubliez pas de vous abonner, car des récits comme celui-ci ne font que commencer.